Patrick Michel. Alors pour clore cette journée, qui mieux que Patrick Michel? Si vous ne le connaissez pas, vous avez tort, je ne sais pas où vous étiez dans les 30 dernières années. Patrick Michel, c'est un conteur, un astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, ici. Et vous êtes aussi responsable de 2 futures missions de l'Agence spatiale européenne, ERA sur les astéroïdes, parce que vous êtes un grand spécialiste des astéroïdes, et Ramsès aussi. Mais on va se concentrer là, pendant une demi-heure avec vous, sur ce sujet de l'eau dans l'espace, de l'eau en particulier dans le système solaire, sachant que, et après je me tais, voilà, l'une des choses qui vous intéresse dans l'eau, c'est l'eau liquide en réalité. Parce que l'eau liquide, c'est un ingrédient indispensable à l'apparition de la vie, en tout cas telle qu'on la connaît sur Terre et donc telle qu'on imagine qu'elle a pu apparaître ailleurs dans le système solaire. Et voilà, donc l'eau dans l'espace, et en particulier l'eau liquide, on vous écoute. Voilà, d'où l'intérêt de la préserver sur Terre. Donc bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous et je vous remercie pour l'invitation. Alors on va lever les yeux au ciel. Je sais que toutes les observations dont vous avez parlé, c'est plutôt de regarder depuis l'espace vers la Terre. Mais c'est intéressant parce qu'on va voir que c'est pas facile, même si l'eau est abondante dans l'univers, de trouver les conditions telles qu'on les a sur Terre avec de l'eau liquide à la surface ailleurs. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Je reviendrai d'ailleurs aux astéroïdes, puisqu'on va voir le lien. D'abord, j'aime bien montrer cette image de la Terre quand même. C'est le seul corps bleu que l'on voit depuis l'espace, rempli d'eau et d'une atmosphère, et qui est pour l'instant la seule planète qui accueille la vie qu'on ne connaisse, même si on la cherche ailleurs. On n'a pas d'indice de vie ailleurs. Donc, quand on regarde loin et quand on va explorer très loin d'autres corps, on s'aperçoit à quel point on est isolé parce que tout est très loin, très 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 loin. Et en fait, quand on regarde l'abondance de l'eau sur Terre, c'est là qu'on voit que ça ne tient pas à grand-chose. Si je réunis toutes les 2/3 de la surface de la Terre couverts d'eau, on a un biais parce qu'effectivement, on voit beaucoup d'eau. Mais si on la concentre dans une sphère, c'est la sphère que vous voyez en haut à gauche qui doit faire à peu près 1600 km de diamètre, la taille d'un État comme le Texas aux États-Unis. Donc ça, c'est toute l'eau, cette petite goutte d'eau, là, voilà. C'est toute l'eau présente la surface de la Terre. Voilà, mais ça, c'est toute l'eau. Par contre, si je prends la petite sphère juste en dessous qu'on voit à peine, qui doit faire 200 km de diamètre, c'est l'eau non salée. Okay. Et si c'est la micro-gouttelette, c'est l'eau non salée. Et si je prends la gouttelette en dessous, que vous voyez peut-être même pas, oui, vous la voyez, elle est là. Ça fait 50 km. Là, c'est l'eau potable, on va dire. Alors, heureusement, une fois qu'on a bu ces 50 km, il en reste, parce qu'il y a un cycle de l'eau qui fait qu'on renouvelle en permanence. Mais ça nous dit quand même quelque chose, c'est que l'eau est rare, elle n'est pas nécessairement disponible tout le temps et pour tout le monde. D'où l'importance de bien comprendre son évolution, où est-ce qu'on peut la trouver et de la préserver. Voilà. Alors déjà, la première question qu'on se pose avant de savoir est-ce qu'il y a de l'eau ailleurs, c'est d'où vient cette eau ? Et en fait, c'est là que je reviens toujours à mes petits corps. Elle vient probablement des astéroïdes. Vous savez que le système solaire s'est formé il y a 4,567 milliards d'années. 4, 5, 6, 7, c'est facile. Et au départ, c'était une étoile entourée d'un disque de gaz et de petites poussières de la taille de mes cheveux qui sont très fins, donc micrométriques. Et ces poussières se rentraient dedans, alors à basse vitesse, puisqu'il y avait du gaz, ça freinait, commençaient à agglomérer des corps de plus en plus gros, dont certains sont finis en planètes, comme vous les voyez ici, les planètes terrestres et les planètes gazeuses. Et puis certains, en fait, n'ont pas grossi au stade de planète et se sont parqués entre Mars et Jupiter dans cette ceinture qu'on appelle la ceinture principale des astéroïdes, comme dans la guerre des étoiles. Sauf que si j'étais Han Solo dans mon Faucon Millennium, je la traverserais sans en voir aucun, parce qu'ils sont très nombreux, mais petits, dans un espace immense. En fait, la réalité, quand on la met sous forme de film d'Hollywood, parfois, c'est pas aussi bien. Alors, c'est aussi beau, mais c'est moins... il faut plusieurs heures de film pour voir la même chose. Bref, en fait, ces petits corps-là, donc c'est ce qu'on appelle les astéroïdes, et ce sont les restes des briques qui ont formé nos planètes, qui n'ont pas grossi, mais qui contiennent les mêmes ingrédients. Et comme dans les planètes, cette composition s'est perdue parce qu'elles ont chauffé, comme quand on fait chauffer des ingrédients dans un four pour faire un gâteau, on remonte le temps avec ceci en les étudiant. Mais surtout, certains, même s'ils sont entre Mars et Jupiter ici, certains ont contribué à former la Terre, puisque, comme je vous dis, ce sont les restes des briques qui ont formé les planètes. Donc, pendant l'agglomération de la Terre, c'est intéressant de savoir quel matériau a constitué la Terre. Est-ce que l'eau était déjà présente ou est-ce qu'elle a pu être apportée après par des impacts d'astéroïdes, sachant qu'on en subit encore et que, par exemple, le vendredi 13 avril 2029, aucun risque,
même si c'est un vendredi 13. Désolé pour les superstitieux, un astéroïde qui s'appelle Apophis va passer à 31 600 km de la Terre, donc à moins d'un dixième de la distance de la Terre à la Lune, à l'intérieur de l'orbite des satellites géostationnaires, ceux qui regardent toujours le même point. Avec la bonne nouvelle pour ceux qui ont peut-être un de ces satellites, Apophis ne les croisera pas parce qu'elle arrive à haute inclinaison. Donc elle arrive à une distance inférieure mais sans les voir, donc pas de risque de collision. Et on pourra voir à l'œil nu la lumière de cet astéroïde puisqu'il fait entre 300 et 400 mètres de diamètre à cette distance sur une zone qui contient Nice, comme on le voit ici. Et à Nice, en général, il fait beau le 13 avril, eh bien, on lèvera les yeux au ciel, on verra ces petites lumières. Bref, ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais tout ça pour dire qu'ils viennent vers nous. Et en fait, à la fin de la formation de la Terre, on sait qu'on a eu beaucoup d'impacts et que ces impacts, si le film, non, il ne marche pas, c'est pas grave. Vous auriez vu un astéroïde qui tombe sur Terre. Damien, est-ce qu'on peut lancer le film? Ouais, je pense que c'est un sais pas si problème tu as la main. il doit être sur Windows et j'ai dû faire ça sur Mac. C'est pas très grave. Il y a un astéroïde qui tombe sur Terre et en fait, on s'interroge de savoir est-ce que ce sont ces astéroïdes qui ont apporté l'eau et la matière organique et les éléments qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Et on va voir qu'on a réussi à avancer là-dessus et à comprendre peut-être l'origine de l'eau terrestre. Alors, de l'eau, on en trouve aussi sur les astéroïdes. C'est pour ça que ça nous intéresse. Vous avez ici Cérès, qui est le plus gros astéroïde découvert en 1801 à Palerme, un 1er janvier. Donc, les astronomes, ils font pas la fête. Le 1er janvier, ils observent le ciel. Il y a des astéroïdes qui sont ronds, hein, c'est ça que ça veut dire aussi. Celui-là, il est... Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs une planète naine, parce qu'il est sphérique, il tourne autour du Soleil comme les planètes, mais il n'est pas isolé. Il n'a pas fait le ménage autour de lui, et donc on l'appelle planète naine, comme Pluton d'ailleurs. Voilà. Et en fait, ce que vous voyez, ces petits points blancs là, c'est en fait des sels. Et on se dit que ces sels sont l'émanation d'un océan liquide à en sous-surface, et qui fait remonter ces sels-là. Sauf que depuis, on a montré que peut-être qu'il n'y a plus un océan, parce que tout ça, ça s'est refroidi. Il y aurait peut-être quelques bribes d'eau liquide. Mais voilà, on a déjà des indices que même dans la ceinture des astéroïdes, donc là entre Mars et Jupiter, il y a l'indice qu'il y a de la glace, ça c'est sûr, d'eau, et peut-être de l'eau liquide en sous-surface de certains corps. Concernant l'origine de l'eau terrestre, donc on a lancé une mission qui s'appelle OSIRIS-REx de la NASA en 2016, dont vous voyez la cible de Bennu, à peine 500 mètres de diamètre, donc 2 ou 3 fois la taille d'un stade de foot, je ne suis pas un pro, mais donc c'est petit. Et on est allé récolter un échantillon pour le ramener sur Terre, parce que pour justement analyser les propriétés de l'eau que contiennent ces objets, la structure de leur matière organique, avec les instruments qu'on embarque sur une sonde, on n'a pas la précision qu'il faut. Donc après avoir fait 2 ans d'enquête, en ayant dit d'abord aux ingénieurs qu'il n'y aurait pas de problème pour se poser, il n'y aurait pas de rochers, il y aurait que des plages comme à Saint-Tropez, j'exagère un peu, mais vous voyez en fait il n'y a que des rochers, on ne peut pas se poser facilement, malgré tout on a réussi à faire cette manip qui est de déployer un bras de 3 mètres de long, qui est donc descendu lentement à la surface. Il n'y a pas de gravité sur un astéroïde, c'est tout petit. Donc, il faut y aller très lentement. Et quand ce cylindre touche la surface, eh bien, on va dégazer de l'azote pour créer un vent artificiel, vu qu'il n'y en a pas, pour entraîner les poussières de surface dans le cylindre et récolter ainsi des échantillons pour les ramener sur Terre. Et avec la technique appelée touch and go, on ne fait que toucher et repartir parce qu'on ne peut pas se poser, il n'y a pas de gravité. Eh bien, on espérait avoir un minimum de 60 grammes. Vous voyez, c'est les chambres sur le côté qu'on récolte, mais peut-être jusqu'à 2 kilos, selon les cas de surface. Puisque quand on va voir un astéroïde, par définition, dès le départ, on ne sait pas ce qu'il y aura. Est-ce que ça sera du sable ou ça sera de la roche dure? Donc les ingénieurs, ils doivent concevoir des outils qui peuvent réussir à récolter indépendamment de l'état initial qu'on ne connaît pas. Voilà, bref, tout ça, ça a été fait. Et là, maintenant, je vais vous montrer la vraie. Donc, c'était le 20 octobre 2020. On était encore en pandémie. On ne pouvait pas être dans la salle d'opération. Donc, toute l'équipe était sur ses ordis à suivre l'opération. Et voilà, là, vous avez le cylindre. Donc, on a 300 millions de kilomètres de la Terre, 1000 fois la distance de la Terre à la Lune. Et vous avez le cylindre, hop, qui tape et qui repart. Et vous avez pu voir la quantité phénoménale de poussière qui a été émise lorsque l'azote a dégazé. Et tellement d'ailleurs que quand le cylindre est reparti, on n'arrivait plus à le fermer, il y avait une indigestion. Et puis bon, finalement, les ingénieurs ont réussi après quelques jours à décoincer le truc. Et c'est revenu le 24 septembre 2023. Vous voyez le parachute avec la capsule qui est rentrée dans l'atmosphère. Je le fais court parce que j'ai que 30 minutes. La capsule qui rentre dans l'atmosphère, dans le désert de l'Utah, cette capsule est arrivée. Et puis quand on l'a ouverte... Vous vous rendez compte qu'il reste 20 minutes, que vous êtes à la 11e diapositive sur 70. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Aucun problème. Et voilà, ça speed, mais c'est bien, à la fin de la journée, il faut que les gens soient tenus en alerte. Donc, on a ouvert la capsule. Alors là, je pourrais faire 20 minutes sur le fait qu'on n'a pas réussi à l'ouvrir. Il n'y avait pas le bon outil dans la chambre stérile et qu'il a fallu en reconstruire une à côté pour s'entraîner à mettre l'outil qu'il fallait pour ouvrir, parce qu'il y avait une vis qui coinçait.
Je l'ai dit en 3 secondes. Et là, vous avez donc le cylindre avec plein d'échantillons, 120 grammes au lieu de 60. Waouh. Donc le double. Quand même, dans l'espace, on arrive à faire encore mieux que ce qu'on le pensait au départ. C'est pas mal, hein, parce qu'en général, on prend beaucoup de risques. Et on a même 100 mg qui sont arrivés à Nice, que vous voyez ici. Une mission d'1 milliard de dollars qui a mis quand même, parti en 2016, revenu en 2023, 7 ans, 300 millions de kilomètres. Et ils nous envoient ça par une enveloppe FedEx et un numéro de suivi. Ben oui, c'est comme ça. Donc ça le fait un peu moins. Quelques milligrammes, c'est ça? C'est ça, 100 mg. 100 mg. Et vous voyez, le monsieur qui est là et qui tient le cylindre, c'est un cosmochimiste. Et lui, avec 100 mg, il vous raconte toute l'histoire. C'est absolument incroyable ce que les cosmochimistes arrivent à faire. Et d'ailleurs, alors ça sera le seul transparent avec du texte et de l'anglais, pardonnez-moi. Ça résume un peu ce qu'on a trouvé. Alors, vous verrez qu'on a des minéraux hydratés, c'est-à-dire des minéraux qui contiennent de l'eau, qui est piégée. Donc, il y a de l'eau. On a de la matière organique. On a même des bases de l'ARN et de l'ADN. On a des acides aminés. Bref, qui sont constitutifs de la vie. Voilà, bref, on a tous les ingrédients qui confortent ce scénario d'apport des ingrédients qui ont permis la vie d'émerger sur Terre dans ces astéroïdes. Et les propriétés de l'eau qu'ils contiennent, pour certains en tout cas, sont les mêmes que les propriétés des océans terrestres. Il y a une sorte d'ADN de l'eau, qu'on va dire, et cet ADN-là est partagé par certains astéroïdes. Donc voilà. Ça veut dire que l'eau terrestre serait venue d'apports d'astéroïdes. Voilà, c'est ça. Et ça a été confirmé par une autre mission. Donc ça, c'est Hayabusa 2 de la JAXA, qui est allé voir un corps de 900 mètres de diamètre, qui a fait aussi une récolte. Donc vous voyez là, alors c'est une technique complètement différente. On approche un cornet, on tire un petit projectile, ça fait remonter la poussière lorsque ça tape. Et là, on espère avoir 100 mg et non pas 60 grammes. Ça a été fait. Alors, pour vous dire la chose, pareil, même distance, 1000 fois la distance de la Terre à la Lune, ils sont quand même rentrés dans 6 mètres. Et on est arrivé vraiment à côté du centre. Vous savez, quand les parachutistes, là, ils visent un tout petit truc, ils sont à peine à quelques kilomètres de l'auteur. Hein. Là, on est à 300 millions de kilomètres. De façon autonome, ils arrivent à rentrer là-dedans. Et vous avez la récolte, ça, c'est le vrai film. Il y a moins de vent dans l'espace. Hein. Oui, il y a moins de vent dans l'espace, oui. Mais il n'y a pas de gravité non plus. Et puis, on est très loin, donc on ne peut pas utiliser un joystick. Bon, le film ne veut pas s'il avance. Voilà. Et là, on voit encore la poussière. Et là encore, on a retrouvé donc, de la matière organique, de l'eau, etc. Donc finalement, ça c'est intéressant parce que quand on regarde la quantité d'eau sur Terre, c'est rien, hein, 0,023%. Donc même s'ils en contiennent peu, ça suffit pour remplir les océans. La question qui se pose maintenant, c'est quel est le timing? Est-ce que c'est les premiers astéroïdes qui sont agglomérés pour former la Terre et la Terre serait née, entre guillemets, mouillée, même si en fait tout a fondu, etc., parce qu'elle était chaude, puis il y a eu l'impact qu'a fait la Lune, etc. Mais il y a quand même certains qui pensent que malgré tout, ça aurait pu recondenser. Ou alors est-ce que la Terre est née sèche et on a eu un vernissage tardif lors des impacts qu'elle a subis à la fin de la formation? Le débat reste ouvert, mais en tout cas, on voit bien que l'eau était présente dans les rochers qui étaient dans l'environ de la Terre ou qui ont tapé dessus. Donc voilà, ça c'est pour la Terre. On sait qu'on a de l'eau liquide, une atmosphère, on est dans la zone qu'on appelle habitable d'un système planétaire, là où l'eau peut être à l'état liquide. Maintenant, on va aller voir ailleurs. Donc ailleurs, dans le système solaire, et puis après, on pourra aller voir, alors bien sûr, hein, c'est une image d'artiste à droite, on n'a malheureusement pas des images d'exoplanètes, de planètes autour d'autres systèmes solaires, mais on va aller voir tout ça. Alors ce qui est déjà intéressant à dire, c'est que, évidemment, tout ça, ça dépend de la température que l'on a à disposition, parce que l'eau, s'il fait trop chaud, ben, elle n'existe pas à l'état liquide, elle va être à l'état gazeux peut-être, s'il fait trop froid, elle est à l'état glacé. Et vous voyez ici la diminution de la température en fonction de la distance au Soleil. Alors le film, il passe pas très bien, c'est pas grave, ça diminue en tout cas. Et vous avez une ligne à 4,5 fois la distance de la Terre au Soleil, qu'on appelle l'unité astronomique, une fois la distance Terre-Soleil. Eh bien, on a la ligne des glaces, c'est-à-dire que c'est là où tous les éléments volatiles se condensent, savoir l'eau, le méthane, etc. Et donc, c'est entre Mars et Jupiter. Vous allez se condensent, c'est-à-dire deviennent solides. Devient solide, absolument. Donc, on sait qu'à partir de là, on a une abondance d'éléments volatiles plus importante dès qu'on dépasse Mars, en tout cas dans les conditions actuelles. Bien sûr, ça ne suffit pas parce que ça dépend de la pression sur une planète et que vous avez, ça peut permettre à l'eau de condenser. Et d'ailleurs, si on va voir d'autres corps, on va en voir, alors je vous donne un spoiler, en fait, on a beaucoup d'eau, mais pas à la surface. Et vous voyez, en pourcentage de masse, vous avez sur Titan 11 fois plus, hein, c'est ça, 11,4 fois plus d'eau que sur Terre. Donc, on a quand même de l'eau qui est abondante, mais on va voir qu'elle n'est pas là où on aimerait, c'est-à-dire à la surface. Il n'y a que sur Terre, donc on n'a pas de plan B. Donc, par exemple, si vous prenez Mars, il y a 3 milliards d'années, ressemblait à la Terre.
En fait, il y avait une atmosphère plus propice à ce que l'eau soit présente à l'état liquide. Et ce sont ces ravins que l'on voit, sont en fait des écoulements d'eau qu'ont subi Mars il y a 3 milliards d'années et qui ont fait dire à Schiaparelli et même à Perrotin à l'Observatoire de Nice, quand ils ont observé les canaux du 19e siècle, ils se sont trompés de traduction. Ils n'ont pas traduit par channel, mais par canal. Et un canal, c'est un canal artificiel. Donc les gens ont cru qu'il y avait des martiens. C'est là que ça vient. Hein. Complètement, ouais. Ben non, il n'y en a pas. C'est un autre spoiler, malheureusement. Mais il y avait de l'eau. L'eau, elle n'est plus à l'état liquide à la surface, mais on a quand même des jolies choses, puisque Mars a des saisons comme la Terre. Hein, son axe de rotation est incliné. Et vous voyez ici, alors ça, c'est la calotte polaire. À gauche. Voilà, c'est plutôt du gaz carbonique, hein, c'est du CO2, puisque la grande partie, plus de 96% de l'atmosphère de Mars est faite de CO2. Il y a un petit peu d'azote et un peu d'argon. Donc on a surtout de la gaz carbonique, on a un petit peu d'eau. Donc les glaces polaires qu'on voit, c'est des glaces de carbone, c'est pas de la glace, pas de la glace d'eau. Ouais. Et en fait, il suffit qu'il y ait un peu d'eau pour qu'on voit l'eau parce qu'elle est beaucoup plus, le signal est plus fort. Mais c'est du carbone, mais on voit quand même l'effet des saisons. Hein. C'est-à-dire qu'on voit quand même que voilà, l'ensoleillement a de gros effets sur ce qui se passe. Il fait moins 63 degrés en moyenne à la surface de Mars. Donc, bon. En tout cas, il n'y a pas d'eau à la surface liquide. Il y en a peut-être en sous-surface. Il y a des données récentes, grâce d'ailleurs à un sismomètre français qu'on a posé sur une mission de la NASA InSight, qui aurait peut-être un océan à 20-30 km de l'eau liquide, un océan à 20-30 km sous la surface de Mars. Un océan liquide sous la surface, oui, alors un océan, à 20-30 km, ouais, enfin de l'eau liquide. Ouais. De l'eau liquide. Donc, je suis un peu de Marseille. Hein. Bon, donc Mars, c'est pas encore là qu'on trouve, en tous les cas, facilement une grande abondance d'eau. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Et là, vous avez déjà quelque chose de remarquable, c'est la taille. Donc, à droite pour vous, vous avez le Soleil, 99% de la masse du système solaire. Et puis ensuite, la Terre, elle est toute petite. Hein. C'est la troisième en partant de la... C'est la bleue, voilà, c'est la bleue, hein, avec sa lune, on a mis la lune. Et après, vous avez Jupiter, 300 fois la masse de la Terre. Et donc, plus on s'éloigne, comme je vous ai dit, plus on a de chances de trouver des éléments volatiles, de la glace, mais peut-être aussi de l'eau liquide s'il y a un chauffage quelque part. Alors, on va aller voir, parce qu'en fait, on a des petits mondes incroyables autour de toutes ces planètes. La Terre a un satellite qui s'appelle la Lune. Mars en a 2, Phobos et Deimos, mais ils sont tout petits, entre 20 et 10 km de diamètre. Et d'ailleurs, avec le CNES qui est ici, nous avons un rover qu'on va déposer sur une des lunes de Mars avec une mission japonaise. Donc un rover, un véhicule sur roue. Hein. Et qui va rouler. Premier roulage sur un corps sans gravité. Phobos fait 20 km, très sensible, et ça va être déposé fin 2028 par une mission japonaise. Donc voilà, je suis très fier que la France soit embarquée là-dedans. Bref, après Mars, on a Jupiter. Et Jupiter, là, il y a une soixantaine de lunes. Mais il y a 4 satellites galiléens, dont 3 découverts par Galilée en 1610. J'étais d'ailleurs la semaine dernière à Padoue. Là, il a observé et on voyait Jupiter dans le ciel. J'ai pleuré. Et vous avez tous les satellites. Donc, vous avez ici les 4 satellites galiléens. Là, on va aller voir après Saturne. Et puis, on va voir dans 3 heures, si j'ai le temps, d'aller jusqu'à Uranus et Neptune, n'est-ce pas? Donc, allons voir Jupiter. Alors, ça, c'est des images de la sonde Juno qui est actuellement en orbite autour de Jupiter. L'observatoire est impliqué via un collègue expert des structures internes des planètes géantes, Tristan Guillot, pour ne pas le nommer. Et vous avez ici des images d'artistes qui me font dire qu'on n'est pas des bons businessmen en astro, parce que si j'imprime ça et je le fais signer par un peintre, je le vends à la Foire internationale d'art contemporain des millions d'euros, parce que c'est aussi beau que n'importe quelle peinture. Et c'est la réalité, hein, c'est des tourbillons, c'est du gaz, il y a de tout, de l'ammoniac, de l'hydrogène, de l'hélium, enfin, et des tourbillons, parce que tout ça tourne très vite. Mais autour de cette planète géante, on a des satellites propices à l'existence de l'eau liquide. Donc, vous avez ici les trajectoires des 4 satellites galiléens, comme on les appelle. Donc, Io, qui est en fait un truc qui brûle parce qu'il est très proche de Jupiter, donc il y a beaucoup de chauffage. Donc, les forces de marée font qu'on crée des volcans, pas d'eau. Par contre, Europe, Ganymède, Callisto, là, on est assez loin pour que peut-être il y ait de l'eau. Et en fait, on a déjà des images, hein, puisqu'on a des sondes qui ont déjà créé des images de ces satellites-là. Vous les avez ici à l'échelle. Et ce qui est intéressant, c'est, allons voir Europe, qui est le deuxième en partant de la c'est la même gauche, chose, hein. C'est la même chose, oui. Ouais. Voilà, en partant de la gauche. Et vous avez ici des images d'Europe. Alors, ce qui est très intéressant en science, c'est que faut toujours rester ouvert à l'erreur d'interprétation. Puisqu'ici, vous avez une image d'Europe avec derrière Jupiter, c'est incroyable, et une petite image d'artiste où on voit de la vapeur d'eau sortir, parce qu'en 2015... c'est le bleu, là. C'est ça. Ouais. Le télescope Hubble a fait des observations d'Europe, et il semblait qu'on voyait de la vapeur d'eau à la surface. Et puis tout ça a été réinterprété il y a quelques mois. C'était un biais.
et donc c'est pas de la vapeur d'eau. En tout cas, alors disons que c'était 99% de chances que ça en soit. Maintenant, c'est plus que 90%. Et pour nous, les scientifiques, 90%, c'est pas assez. Même bien que si j'ai 90% de chances de gagner au loto, je joue tous les jours. Mais pour être sûr de quelque chose en science, il faut plus que ça. Donc, ça suffit pas. Par contre, on sait qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez ces images, vous avez ces espèces de rainures qui viennent du fait que nécessairement, c'est une banquise. Là, c'est que de la glace. La glace d'eau. Un peu de matière organique, oui, de la glace d'eau. Et comme ça semble bouger pour que ça fracture. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on a à l'intérieur un océan liquide, peut-être à une centaine de kilomètres de profondeur, sous la croûte glacée, et qui expliquerait ces mouvements qui fracturent. Et le chauffage vient des forces de marée dues à Jupiter, qui créent de la friction interne. Et quand je frotte, ça chauffe, et donc je transforme de la glace en liquide, et donc on aurait cet océan liquide. Alors là, qui a tout pour accueillir peut-être des petites bestioles, parce que on est protégé des radiations du soleil. On est dans de l'eau liquide. Et donc, voilà, on pourrait penser... Il y a des matières organiques qui tombent aussi. Donc, on pourrait penser qu'il y a peut-être des réactions. Et c'est pourquoi, d'ailleurs... Ça ressemblerait à quoi, une bestiole sur... On est où, là ? On est sur Io, vous avez dit ? On est sur Io ? On est sur Europe ? Sur Europe. Sur Europe, d'accord. Quand je dis une bestiole... ça ressemble à quoi ? C'est quoi ? C'est un micro-organisme ? Oui, après, s'ils ont le temps d'évoluer... On peut avoir des calamars. On peut avoir des calamars, d'accord. Ça dépend du... Vous savez, le problème, c'est que pour passer de la monocellule, alors là, c'est plus mon expertise, mais je le sais par mes collègues, pour passer de la monocellule à un être complexe, multicellulaire et un être évolué comme nous, je n'ai pas dit intelligent, j'ai dit évolué, il faut beaucoup de temps. Je crois que si on met sur 24 heures le début de la vie à maintenant, alors que ça a commencé à 3,8 milliards d'années, mais on rétrécit à 24 heures, nous, on est dans les 16 dernières secondes. Donc la clé, c'est le temps. C'est pour ça que les conditions sur Terre sont géniales. Parce qu'elles ont offert la possibilité d'un développement lent pour arriver à quelque chose de plus en plus complexe. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne suffit pas simplement qu'il y ait de l'eau, etc. Il faut plein d'autres conditions pour ça. Donc peut-être que là, on ne les a pas, mais on a suffisamment de conditions pour avoir développé quelque chose qui ressemble à du vivant, même si la définition de la vie, on pourrait en parler, ce n'est pas clair non plus. Mais il y a des conditions. Et d'ailleurs, pour vérifier ça, on a envoyé une sonde, ça s'appelle Europa Clipper. Donc là, c'est pour vous montrer l'abondance d'eau sur Terre et l'abondance d'eau en équivalent sur Europe. Wow. Et voilà, oui, il y a beaucoup plus d'eau. Et là, il y a le son, il ne devrait pas. Et donc, on va envoyer une sonde qui s'appelle Europa Clipper, qui est partie le 14 octobre 2024, devrait arriver 2031, et qui va, avec un radar, sonder l'intérieur de cette banquise pour étudier l'océan à l'intérieur d'Europe et peut-être nous renseigner sur la présence possible d'activités. Damien, si on peut couper le son de... Oui, on n'a pas besoin du son. C'est moi qui aurais dû le faire sur le PowerPoint. C'est pas là, c'est une erreur. Voilà, puis il y a un champ magnétique, puisqu'il y a de la friction, etc. Donc c'est un satellite très complexe, même pour l'observation avec les sondes, parce que le champ magnétique, c'est pas très bon pour les instruments. Donc ça va être une mission assez extraordinaire. Mais ça, c'est la NASA. L'ESA n'est pas en reste, puisqu'elle a lancé la mission JUICE, qui, elle, ça c'était le lancement, la mission JUICE, qui, elle, est partie en 2023 et qui va arriver, pareil, en 2031 et va explorer, faire des survols d'Europe, mais se mettre en orbite autour de Ganymède, qui est le plus gros d'entre eux, pour l'explorer. Et donc, c'est des opérations assez complexes, parce qu'on arrive, déjà, il faut 8 ans pour y arriver. Et puis après, quand on arrive tout droit, il faut se freiner pour s'insérer. Et donc, JUICE va faire pas mal d'opérations pour réduire son énergie et s'approcher petit à petit de ces satellites, dont, par exemple, ici, on va voir le survol d'Europe, qui est prévu en juillet 2032. Et on aura donc une synergie entre Europa Clipper et JUICE pour comprendre quelle est la présence d'eau liquide dans Europe, comment ça fonctionne, etc. Et puis ensuite, Europa Clipper va arriver... non, c'est pas Europa Clipper, JUICE va arriver sur Ganymède, se mettre en orbite autour. Et là aussi, Ganymède est peut-être un monde glacé, océan, qui pourrait être propice à de l'eau liquide à la surface. Mais vous voyez bien, pour revenir à la Terre, que rien que pour observer cette eau-là, c'est pas facile, donc elle n'est pas accessible. On a cette chance folle quand même d'être sur une planète où même si l'eau est pas très abondante, elle est là, elle nous permet de vivre. On va aller voir un peu plus loin Saturne. Donc Saturne avec ses anneaux magnifiques que vous pouvez voir dans un télescope, c'est toujours bluffant. Et là aussi, on a un monde incroyable de satellites que vous voyez ici, dont Titan, qui est le plus gros ici, qu'on va aller voir. Et c'est vraiment un monde génial à étudier.
Et on a eu la chance d'avoir, là vous avez encore d'autres satellites, la chance d'avoir une mission qui s'appelle Cassini, partie en 97, arrivée en 2004, qui a exploré le monde saturnien jusque 2016, et y compris les satellites, etc. Et pour moi, c'était une mission très émouvante parce que c'était la première mission où je me disais, voilà, l'avantage de la planétologie par rapport à l'astronomie, c'est qu'on voit les choses évoluer en temps réel. Quand on regarde une étoile ou une galaxie, les échelles de temps sont très longues et la probabilité de voir quelque chose se passer est quand même très faible. Alors que quand on va dans les anneaux de Saturne, on voit des choses se produire, on voit les satellites créer des ondes dans les anneaux, qui sont des petites particules de glace, et on voit même des geysers. Donc là, vous avez Encelade, qui fait 500 km de diamètre, donc pas très grand, hein, d'ici à Lyon, quelque chose comme ça. Je suis très nul en géographie, mais doit être faire ça. Donc toute petite lune glacée. Et on a pu observer, vous avez ici des images, des geysers. En fait, il y a du cryovolcanisme. Donc ce n'est pas du volcanisme de roche, c'est du volcanisme de glace. Volcanisme froid. Voilà, paf. Donc tout ça dû aux forces de marée. Et donc, ça veut dire qu'il y a un chauffage interne pour qu'il y ait des volcans. Qui dit chauffage interne dit on peut réduire la température de la glace, créer un océan, et encore une fois, avoir des choses froid, non, donc chaud, c'est effectivement chaud. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la chaleur à l'intérieur. Voilà, on voit là voilà, on voit les geysers. Ça, la planéto permet ça, de voir en réel, à des milliards de kilomètres de nous, des choses se passer. Et c'est tellement intéressant parce qu'on voit s'expulser des carbonates, donc des sels minéraux, hein, comme ce qu'on a dans les marais salants, qui émanent peut-être d'un océan salé. Et du coup, l'Agence spatiale européenne est en train de travailler sur une mission, ça sera la mission large numéro 4, pour aller voir peut-être Encelade et peut-être capturer des échantillons de cette matière expulsée, mission très complexe et qui sera dans un certain temps. Mais voilà, donc voilà un candidat encore pour avoir de l'eau à l'intérieur. Alors maintenant, on va aller voir Titan. Et Titan est très intéressant, vous voyez, par rapport à la taille de la Lune, hein, plus gros que la Lune, plus gros que Mercure aussi. Donc un vrai gros satellite. Et lui, il a une atmosphère très riche en azote, et un peu de méthane et de gaz carbonique, mais surtout très riche en azote. Et en fait, on dit un peu que Titan, c'est peut-être l'équivalent de la Terre il y a 4 milliards d'années. En gros, c'est comme si on avait mis la Terre dans un frigo, enfin dans un congélateur plutôt, et qu'on le ressort 4 milliards d'années après, parce que évidemment, comme il fait froid, tout évolue plus lentement. C'est pourquoi on met nos aliments dans les frigos, et qu'en ce moment, quand on les sort, ça va très vite, parce qu'en fait, ça évolue plus lentement. Donc, Titan étant très loin du Soleil, il fait froid, donc depuis 4 milliards d'années, pas grand-chose a évolué, et c'est un peu les conditions qu'avait la Terre. Donc, on s'intéresse à aller le voir, et vous avez ici Titan à côté de Saturne, et vous avez ici des images prises où on voit du liquide, c'est une portion noire. Donc, c'est le seul corps hors de la Terre dans le système solaire qui contient du liquide. Mais c'est du liquide qui intéresserait plus le président des États-Unis que nous, parce que c'est du pétrole, enfin des hydrocarbures. C'est un peu loin pour y aller, un peu coûteux, mais là, plein de méthane, d'éthane liquide. C'est assez impressionnant, mais c'est quand même du carbone, donc c'est de la matière organique aussi. Et puis peut-être à l'intérieur, il y a aussi un peu d'eau, et les réactions pourraient créer une chimie qu'on appelle prébiotique, c'est-à-dire comment la vie a démarré sur Terre. Et c'est pourquoi d'ailleurs, donc vous avez le film ici, et c'est pourquoi d'ailleurs, vous le savez certainement, mais le 14 janvier 2005 quand même, ça c'est l'Europe, c'est l'Agence spatiale européenne, a un petit module qui a atterri sur Titan, déployé par la mission Cassini, donc coopération internationale comme j'adore, la NASA et l'ESA ensemble, et donc avec un parachute, sachant qu'on ne savait pas du tout où on allait, ça se faire est très opaque, lancé comme ça, et tout a marché. Vous avez le film de l'atterrissage. Voilà le film. Voilà, donc là, vous avez. Alors bon, c'est pas du IMAX, hein, mais si ça veut bien bouger. Et donc, voilà, donc ça atterrit, et on va voir même l'ombre du parachute quand elle va atterrir à la surface, avec un gros rocher glacé. Donc il fait très froid, hein, il fait plus de moins de 200 degrés à la surface de Titan. Évidemment, tout est glacé. Et regardez, là, vous avez donc des morceaux de glace, de méthane et peut-être de glace d'eau. Et vous allez voir l'ombre du parachute à un moment donné. Moi, je trouve ça toujours émouvant quand on voit ça. Ça prend un peu de temps, mais c'est quand même génial d'avoir réussi à atterrir, à survivre pendant un certain temps. Et voilà, regardez, vous avez l'ombre du parachute. Bref, donc ça a motivé de faire une autre mission qui s'appelle Dragonfly, qui est une mission de la NASA, du programme New Frontier, dans lequel il y a un instrument français. Alors là, c'est quelque chose de complètement incroyable. C'est un hélicoptère drone qui va être volé dans Titan, qui Titan a très peu de gravité, une atmosphère très dense. Donc c'est génial pour voler, hein. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'efforts. Et donc, il va atterrir plusieurs fois et même creuser avec une foreuse pour analyser in situ
est-ce qu'on trouve des preuves de démarrage de biologie du vivant avec un chromatographe français? Alors, pardon, chromo compliqué, c'est en fait quelque chose qui permet de séparer les molécules et de les étudier indépendamment. Et donc, on va pouvoir analyser in situ, est-ce qu'effectivement Titan a un démarrage de quelque chose? Et là aussi, la science a évolué parce qu'au moment de la mission Cassini, on pensait que Titan avait un océan à l'intérieur et puis finalement, peut-être pas, c'est plus des poches d'eau qui seraient concentrées. Donc on voit qu'au fur et à mesure qu'on analyse les données, en fait, ils ont réanalysé les données des missions Cassini et ils se sont aperçus qu'il y avait une erreur d'interprétation et que ce n'est pas un gros océan à l'intérieur, mais peut-être plutôt des poches d'eau, ce qui est aussi intéressant parce qu'on peut quand même faire percoler et puis avoir quelque chose qui se passe. Mais tout ça pour dire que toutes ces missions, c'est vraiment intéressant parce que ça occupe des générations de chercheurs parce que les données, même qui datent d'il y a 20 ans, on les réanalyse avec les nouvelles interprétations, les nouveaux outils que l'on a et ça change les perspectives. Et il reste 23 secondes pour dire que je termine le système solaire avec Pluton. Pluton qui est la dernière, la planète déchue, on va dire, c'est devenu une naine blanche, une naine... planète naine. Oui. Alors, en même temps, elle est blanche, parce que vous allez voir les images. Elle est glacée d'azote, c'est de la glace d'azote, un peu de glace d'eau. Et la mission New Horizons l'a survolée en juillet 2015, en révélant un monde incroyable aussi. Je m'attendais à ce que Pluton soit plutôt ennuyeux, encore glacé. En fait, regardez, les trucs rouges, c'est du tholin, c'est de la matière organique qui retombe. Là, vous avez des montagnes d'azote et d'eau qui dépassent des kilomètres. Vous avez aussi, alors c'est intéressant, on appelle ça comment on appelle ça? Des pénitents. Des pénitents. Sur Terre, ouais. Ah oui. Eh ben, on en trouve uniquement sur Pluton, hors de la Terre. C'est en fait un processus d'érosion de la glace. Alors, ça fait une dizaine de mètres sur Terre. Et là, sur Pluton, ça fait des centaines de mètres. Ah oui. Il y a moins de gravité. Et c'est dû au fait une espèce de pics de glace comme exactement, ça. Exactement. Des pics de glace sont créés avec les échanges de chaleur avec le soleil, etc. Et c'est intéressant de voir ça. On a du cryovolcanisme. On voit ici des traces de volcans un peu partout. Donc là aussi, de l'éjection de matière, pardon pour le laser. Et puis, on a aussi... c'est pas volontaire. Et puis, on a peut-être aussi un océan à l'intérieur. Voilà, donc même cette naine planète. Il y a beaucoup d'océans intérieurs, alors, finalement. Tant qu'il y a possiblement, possiblement, absolument. On n'a pas la certitude parce qu'on n'a pas creusé dedans. Voilà. Mais voilà, donc en fait, la moralité, c'est qu'on a beaucoup d'eau dans le système solaire. Liquide. Mais elle n'est pas à la surface. Hey. Et donc, si on voulait aller y vivre, faut creuser quand même très... Donc, il n'y a pas vraiment de plan B pour nous. Mais il y a peut-être la possibilité que, alors qu'on cherche la vie ailleurs très loin, il y ait quelque chose qui se passe dans certains corps du système solaire qui sont candidats, ce qui est assez intéressant. Voilà. Bon, dans les autres systèmes planétaires, je le fais très court, on commence à observer des planètes autour d'autres étoiles qui ont une taille un peu plus grande que la Terre, mais qui sont dans la zone habitable. Là, on n'est évidemment plus du tout aux mêmes échelles d'espace. L'étoile la plus proche de nous, elle est à 4,22 années-lumière, donc il faut plus de 4 ans pour la lumière pour venir. Et nous, si on y allait avec les technologies actuelles, il faudrait 80 000 ans, donc on n'ira pas. Mais par contre, on peut observer depuis la Terre, et on arrive maintenant... Je vous trouve un peu défaitiste quand même. Non, d'accord. Mais on est bien ici. Moi, j'ai pas envie d'aller vivre sur Mars. On n'a pas le choix. Regardez, mais il y a quand même un truc très intéressant, je pars un peu ailleurs, mais vous voyez bien qu'une augmentation de la température de quelques degrés, qui va arriver dans les siècles qui viennent et peut-être même avant, enfin selon ce qu'on fait, nous met à risque sur une planète qui a toutes les conditions pour nous. On est né là, on a évolué là, notre corps est adapté à ici, il y a l'eau, il y a l'humidité, voilà, et quelques degrés nous mettent vraiment à risque. Donc il va falloir m'expliquer comment on peut faire mieux en allant sur une planète qui n'a rien de tout ça dès le départ. Voilà, il y a une logique que je ne comprends pas. Vous défiez Elon Musk ici, sur cette scène. Mais j'ai aucun problème. Le message est passé, Patrick Michel. Par contre, qu'on envoie des astronautes explorer, oui, il y en aura bien certainement qui vont explorer. Et coloniser, là, c'est de la vue de l'esprit. Mais comment on peut coloniser mieux un truc qui est dès le départ pire que tout ce qu'on pourrait subir de climat ici Donc non, ça ne marche pas. Mais en tout cas, sur d'autres planètes hors du système solaire, on commence à mesurer ce qu'ils ont dans l'atmosphère. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'on trouve de l'eau, de l'ozone et des traces de vie. Par exemple, l'oxygène, il y a quand même des molécules qui sont créées par le vivant. Alors, c'est peut-être pas la seule solution. Mais pour répondre à la grande question, est-ce qu'on est seul ou non dans l'univers? C'est le seul moyen de le faire. Mais en attendant, qu'on soit seul ou non, on est lié à notre planète et préservons-la. Merci beaucoup.
pense que c'est vraiment ça la morale de l'histoire, hein, c'est que de l'eau, finalement, quand on commence à la chercher, même liquide, on en trouve, mais elle n'est pas disponible, elle est très loin, elle est dans des univers inatteignables, très compliqués à atteindre. Donc, chérissons celles que nous avons sur Terre, chérissons celles qu'on a sur les bandes côtières, sur ces environnements absolument merveilleux. Merci infiniment. Et continuons à explorer, bien sûr, la Terre depuis l'espace, parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais grâce à ces journées, ça permet de le souligner, l'utilité du spatial, sans qui on n'aurait pas compris le climat, sans qui, parfois, on permet d'alerter les gens quand il y a des inondations, à savoir où l'eau s'écoule. Donc, bien sûr, le GPS, etc. Donc, il y a vraiment une utilité énorme de l'espace. Et il faut aussi continuer à explorer d'autres mondes, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut mieux comprendre l'évolution de la Terre. Par exemple, on sait que Vénus est une sœur jumelle de la Terre, mais elle est partie dans un effet de serre incroyable. On ne comprend pas encore pourquoi. Et donc, en faisant aussi ce qu'on appelle de la planétologie comparée, on peut aussi mieux situer la Terre dans son environnement et aussi mieux la comprendre. Donc, il faut vraiment faire les deux. Et seul le spatial permet ça, finalement. Merci Patrick Michel de cette belle perspective que vous nous avez donnée en fin de journée. Merci infiniment. Merci à vous. Merci.